Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. Je suis Jeanne Morancy, je suis membre du comité de formation du barreau de Montréal et je vais être votre modératrice aujourd'hui. En débutant, je veux remercier nos partenaires au barreau de Montréal, le CAEJ, Mon Petit Recrutement Ressources humaines et la financière des avocates et des avocats. Il y aura une période de questions à la fin de la présentation. On vous demande donc d'écrire vos questions dans l'icône Q&A dans le bas de votre écran et on répondra au plus possible de questions à la fin de la présentation. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter votre conférencière aujourd'hui, Maître Valérie Assouline. Maître Assouline est membre du Barreau du Québec depuis 1998. En 2007, elle a fondé son cabinet boutique SOS Avocat, qui, à travers les années, a su développer une grande expertise en droit de la famille et plus spécifiquement en droit de la jeunesse, avec une mission de toujours assurer le meilleur intérêt des enfants. Vous avez sûrement vu Maître Assouline dans les médias où elle commente l'actualité relativement au système de protection de la jeunesse au Québec. Maître Assouline a également rendu un témoignage remarqué à la commission Laurent, où elle faisait état des difficultés vécues par les parents qui doivent composer avec la DPJ. Maître Assouline est également ex-présidente de la section jeunesse du Barreau du Canadien et elle agit à titre de conseillère au Barreau de Montréal. Elle a été impliquée comme conseillère municipale depuis plusieurs années et elle est également impliquée auprès de la Fondation des enfants de la DPJ. Son engagement en politique et auprès des organismes communautaires lui a valu la médaille du Sénat. Alors, sans plus tarder, bienvenue, Maître Assouline. Merci, Maître Morancy. Merci beaucoup. Alors, je vais partager tout d'abord notre présentation que vous allez recevoir, en fait. Vous allez la recevoir après la formation. Donc, si vous voulez prendre des notes, mais ce n'est pas nécessaire, je vais le partager avec vous. Le titre de la formation, Quand la DPJ s'invite en cours supérieur. J'ai voulu faire cette formation parce qu'en fait, la première fois que j'ai été à la Chambre de la jeunesse, eh bien, il y avait beaucoup de choses qui m'ont surprise et au point où je me suis dit: «Mais il doit y avoir une caméra cachée ici» et donc c'est pour ça que je me suis dit: «Ben, pourquoi pas avoir une formation quand la DPJ s'invite en cours supérieur? On a un dossier en cours supérieur, la DPJ débarque, qu'est-ce qu'on fait? Et quelles sont les différences, à la Chambre de la jeunesse et à la Cour supérieure?» On verra également donc les distinctions entre les deux instances, le rôle de l'avocat qui représente les parents, les meilleures pratiques. Je vous ai également fait une boîte à outils que vous aurez avec la jurisprudence qui risque d'être pertinente si vous avez la DPJ qui s'invite dans un dossier. Ensuite, on fera également la distinction entre le rôle d'un avocat de l'enfant en cour supérieure versus un avocat de l'enfant en chambre de la jeunesse. On traitera de la demande de garde sous l'article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile. Et par rapport à la table des matières, on verra les signalements, les statistiques, les différents motifs de compromission, les mesures qu'on peut prendre, les mesures volontaires, les mesures de protection immédiate, le prolongement des dites mesures, les parties, le rôle de l'avocat de l'enfant, les mesures provisoires et également les compétences concurrentes et les différentes instances, l'intérêt de l'enfant, la lésion de droit et bien évidemment, comme je vous disais, le 37.3 du Code de procédure civile et la boîte à outils qui est à la fin de la formation. D'abord, passons en revue quelques statistiques montréalaises par rapport au signalement à Montréal. Donc, les signalements traités, il y a environ 20 000 signalements qui sont traités à Montréal par année. Et vous allez les voir, vous constatez qu'en 2021-2022, il y en avait 17 000. Elles ont été à la hausse en 2022-2023. Et donc, il faut considérer que c'est souvent à la hausse, les signalements.
Au niveau des signalements non retenus, il y en a eu 13 000 et 6 000 signalements approximativement qui sont retenus. Lorsque le signalement est non retenu, ça veut quand même dire que peut-être vos clients vont avoir un appel de la DPJ pour avoir une visite des intervenants. Il y a un signalement et donc à ce niveau-là, vous pouvez être informé que la DPJ a contacté votre client suite à un signalement. La provenance des signalements, elle vient d'organismes, de policiers, par exemple. Situation de violence conjugale, la police arrive, il y a des jeunes enfants, la police a le devoir de faire un signalement si elle considère que le bien-être des enfants et leur sécurité est compromise. Le milieu scolaire, un enfant qui arrive toujours en retard ou qui manque de l'école. Et vous savez, au niveau d'une séparation sévère, on trouve souvent le milieu scolaire qui risque de faire un signalement. Donc, ça peut venir du milieu scolaire, le signalement, le milieu communautaire ou le milieu familial. Il arrive qu'un parent signale sur l'autre parent ou que ce soit même les grands-parents qui font un signalement. Maintenant, les signalements retenus par problématique, en fait, aujourd'hui, on va s'attarder principalement au mauvais traitement psychologique et au risque de négligence et négligence, mais au mauvais traitement psychologique. Vous verrez qu'il y a environ 1500 signalements qui sont retenus à chaque année pour mauvais traitement psychologique. Pourquoi on va s'y attarder? Parce qu'il s'agit d'un mauvais traitement en cas de rupture, principalement. Et donc, c'est souvent les dossiers qu'on retrouve à la Cour supérieure. Et là, la DPJ arrive dans un dossier où il y a un divorce ou une séparation acrimonieuse. L'article 38 qui va vous faire état un peu de tous les motifs de compromission, mauvais traitement psychologique, lorsque l'enfant subit de façon grave ou continue des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d'une autre personne, et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation, une phrase qui va être importante et qu'on verra plus tard. Ces comportements se traduisent notamment par de l'indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, le contrôle coercitif, de l'isolement, des menaces, de l'exploitation, entre autres, si l'enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités ou par l'exposition à la violence familiale. Important de souligner qu'aujourd'hui, depuis 2023, nous avons également l'article 38C1 qui est l'exposition à la violence conjugale. Mauvais traitement psychologique, je vous ai souligné, les parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. C'est très important. Lorsque la DPJ contacte votre client et qu'il y a un signalement pour mauvais traitement psychologique 38C. La première chose à recommander à vos clients, c'est de se mobiliser et de mettre en place tous les moyens nécessaires afin de mettre fin à la situation. Alors, conflit sévère de séparation, on met un service de médiation. Assurez-vous qu'il y a une médiation qui est mise en place, si possible. Assurez-vous qu'il y a peut-être un suivi psychologique pour la famille, un suivi psychologique pour les enfants, qu'il y ait tous les moyens qu'on peut mettre en place à la Cour supérieure pour mettre fin à la situation. Et pourquoi on veut régler cet aspect-là avant que le dossier soit pris en charge par la DPJ? Eh bien, parce qu'on a les moyens de le faire et d'éviter que la DPJ entre dans la famille et dans la vie de vos clients. On s'entend que lorsque la DPJ entre dans la vie d'une famille, c'est intrusif, c'est l'État qui rentre dans la famille et tout ce que nous pouvons mettre en place à titre d'avocat pour éviter qu'il y ait l'implication de la DPJ, eh bien, mettons-le en place avant que le signalement ne soit retenu, avant la visite de la DPJ. Situation de violence conjugale, assurez-vous que si vous représentez le père ou la mère ou le parent qui a été violent, assurez-vous qu'un suivi
au niveau de la gestion des émotions soient mises en place. Et donc, voilà des moyens qui vont rassurer la directrice, la DPJ, lorsqu'elle approchera vos clients. Au niveau, on sait très bien combien la DPJ a de dossiers, combien les intervenants en jeunesse sont débordés. Si on peut faire notre part des choses afin d'éviter que le système soit encore plus euh, achalandé, eh bien, faisons-le. Et donc, c'est une façon de le faire. Le conflit de séparation, je vous ai souligné cette jurisprudence de l'honorable Luce Kennedy en protection de la jeunesse 23-35-45. C'est vraiment une jurisprudence qui est éclairante et qui est également nouvelle, où elle prend en considération la violence conjugale, mais la juge Kennedy va nous définir que le conflit de séparation se produit lorsque des parents en processus de rupture vivent des conflits dont la nature, la durée, l'intensité ont un impact observable sur l'enfant, et lors de ces situations, souvent, l'enfant se retrouve en conflit de loyauté entre ses deux parents. Lorsqu'on parle de conflit de loyauté, on parle d'aliénation parentale. Or, il n'y a pas toujours aliénation parentale lorsqu'un enfant ne veut pas aller chez l'autre parent. Et donc, c'est important de faire cette distinction. Je vous ai également, donc l'aliénation parentale en cours supérieur. Il y a une jurisprudence de l'honorable juge Daniel Urbas que je vous ai mis dans la boîte à outils, que je vous recommande de lire lorsqu'il y a des allégations d'aliénation parentale, lorsque la DPJ, par exemple, entre dans un dossier et décide que, bon, il y a peut-être de l'aliénation de la part d'un parent envers un autre. Je vous ai souligné ici le paragraphe 119 de cette décision, où, bien évidemment, l'aliénation parentale, c'est un concept qui est complexe. Il y a un bris injustifié du lien d'attachement entre l'enfant et l'un des parents, résultant de la manipulation ou de l'influence de l'autre parent. Et la jurisprudence définit l'aliénation parentale comme un mal dont souffre un enfant, un trouble qui se caractérise par un alignement très fort avec le parent dit aimé et le rejet injustifié du parent détesté. C'est vraiment une notion qui est définie à l'article 120, au paragraphe 120 plutôt, de cette décision. L'enfant dénigre un parent. Pour expliquer le dénigrement, il n'y a pas de raison. Il n'a pas de raison de ne pas vouloir aller chez l'autre parent. Il y a un manque total d'ambivalence, donc tout est sombre chez l'autre parent et tout est clair chez le parent qui est aliénant. Donc, ce sont certains critères qui sont importants et à comprendre lorsque la DPJ arrive dans un dossier, qu'on parle d'aliénation parentale, eh bien, il faut voir si ces critères-là s'appliquent. Le juge d'Urbas fait une analyse en 2 étapes. La première étape, c'est une condition du seuil préalable. La première étape comprend 2 éléments. Le tribunal doit non seulement constater qu'il existe un éloignement entre l'enfant et le parent, mais aussi qu'il est dû aux actes et omissions explicites ou implicites, conscients ou inconscients, de l'autre parent. L'éloignement peut résulter d'une ou de plusieurs autres causes, voire d'un amalgame de celles-ci. Et la deuxième étape comprend l'intervention judiciaire. Une fois cette première étape franchie, le tribunal analyse alors la nature de son intervention, qui peut aller d'un avertissement du parent, qui est à l'origine de l'aliénation, jusqu'au refus du temps parental. Et cette dernière intervention est réservée aux cas graves et en dernier recours. Donc, c'est important de comprendre ici que le seuil pour arriver à un renversement de garde ou à une bris de contact, c'est de dernier recours. En fait, le résumé de cette jurisprudence, c'est que des parents, après avoir divorcé, partagé la garde de leurs enfants, continuent à se disputer les modalités de garde. Madame cherche à obtenir la garde exclusive, tandis que monsieur désire réduire le temps parental de madame en raison d'un comportement qu'il qualifie d'aliénation parentale. Entre parenthèses, c'est un jugement qui se passe en cour supérieure, mais ce sont des situations que vous allez voir
souvent lorsque la DPJ entre dans la vie d'un client pour mauvais traitement psychologique. Okay? C'est pour ça que je vous ai fait ressortir cette jurisprudence. Monsieur soutient dans cette affaire que Madame dénigre son autorité parentale et qu'elle influence négativement l'enfant en lui inculquant une vision déformée et négative de son père. C'est important ici de savoir que l'expert dans ce dossier avait conclu qu'elle ne pouvait pas conclure à l'aliénation parentale parce qu'elle n'était pas psychologue, mais qu'il y avait peut-être des gestes aliénants. Bon. Vous verrez à la prochaine diapositive, les tribunaux, paragraphe 135, les tribunaux doivent faire preuve de prudence. Les mesures imposées et les conséquences ne doivent pas être hors de proportion avec la situation que l'on veut corriger. Donc, dans ce dossier-là, l'experte qui n'est pas psychologue, et vous allez souvent voir des experts, des agents de relations humaines à la DPJ, si on fait le parallèle, qui ne sont pas psychologues, définit que bon, ben, l'enfant ne veut pas aller, par exemple, chez le père, mais elle ne peut pas définir que c'est de l'aliénation parentale, mais elle demande un renversement de garde. Et là, le juge mentionne au paragraphe 136, devant la démonstration d'un comportement aliénant ou d'aliénation parentale, l'intervention judiciaire doit être appropriée en fonction de l'intérêt de l'enfant. L'identification des mesures correctives à mettre en place pour pallier les conséquences de ce comportement est autant complexe. Cependant, toute intervention est dictée par le meilleur intérêt de l'enfant et doit tenir compte de ses besoins moraux et affectifs, incluant son âge, les autres aspects de la situation, incluant la stabilité et la continuité. Quand vous êtes confronté à une demande de la DPJ dans un dossier de conflit de séparation, un 38C, sortez cette jurisprudence. Une fois, et paragraphe 137, une fois que la présence d'aliénation parentale a été déterminée, plusieurs types d'ordonnances peuvent être considérées. Les ordonnances peuvent aller d'une mise en garde aux parents aliénants jusqu'au changement de garde de l'enfant. Un changement au temps parental qui s'avère radical peut occasionner un tort à l'enfant. Ce changement est généralement envisagé en dernier recours, réservé pour les cas d'aliénation parentale sévère et alors que les autres options n'auraient pas ou ne pourraient pas fonctionner. Malheureusement, il arrive toujours que nous avons des dossiers où on a à la DPJ, où on a un 38C, où on a un enfant qui refuse d'aller chez son autre parent, qui refuse la garde partagée. Et on se retrouve avec une agente de relations humaines qui demande un renversement de garde. On doit s'assurer qu'on a tout essayé avant de faire un renversement de garde. C'est vraiment important. En fait, à chaque dossier, même si vous représentez le père, la mère, peu importe, mettez-vous dans les chaussures de ce de l'enfant. Et ça, c'est le conseil que je vous donne à chaque dossier où la DPJ est impliquée. Bon. Dans la décision, la même décision, le juge mentionne au paragraphe 213 et 215 la faiblesse de l'analyse de l'expert. Parce que ici, le juge rejette l'analyse de l'expert, réside dans son omission de tenir compte de l'impact de sa solution. Son rapport ne contient aucune considération de l'impact que X pourrait subir suite au changement aussi radical et abrupt qu'elle propose. Lorsqu'on vient du milieu familial, lorsqu'on vient du droit familial et qu'on est souvent en chambre cour supérieure, on voit moins souvent des mesures abruptes. À la DPJ, malheureusement, il arrive de voir des mesures abruptes, des changements du jour au lendemain, on prend un enfant, on le déplace, aliénation parentale et on le déplace même en urgence. Donc, c'est une jurisprudence où le juge écarte la proposition, la recommandation de l'expert parce que l'expert n'a pas fait la preuve de l'impact de cette recommandation de changement de garde sur l'enfant. Et lorsqu'on parle d'aliénation parentale, on parle parfois de violence conjugale. On parle parfois de violence conjugale qu'on n'a pas
considéré, qu'on a occulté, qu'on n'a pas pris en compte assez suffisamment. Je vous réfère ici au rapport de la rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes et les filles, ses causes et ses conséquences, le rapport de l'ONU. De manière générale, les allégations de violence domestique ne sont pas suffisamment examinées par les tribunaux qui s'appuient sur des hypothèses problématiques comme l'idée que le préjudice pour la mère ou l'enfant est faible et que la violence prend fin après, avec la séparation. C'est sûr que beaucoup de choses ont évolué depuis le rapport de Madame Laurent. Une des recommandations phares du rapport Laurent a été bien évidemment de prendre en compte la violence conjugale. En fait, il y a beaucoup d'organismes de protection des femmes victimes de violences conjugales qui ont dénoncé le fait qu'il y avait une incompréhension de la violence conjugale, que parfois, à la DPJ, on avait des interventions où on se disait ben, la violence conjugale est terminée puisque la relation a terminé. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, c'est pour cela que le législateur parle maintenant d'exposition à la violence conjugale spécifique, parce qu'avant, la violence familiale était dans le 38C, mais là, le législateur va rajouter l'article 38C1 de la LPJ. Exposition à la violence conjugale. Lorsque l'enfant est exposé directement ou indirectement à de la violence entre ses parents ou entre l'un de ses parents et une personne avec qui il a une relation intime, incluant en contexte post-séparation, notamment lorsque l'enfant en est témoin ou lorsqu'il évolue dans un climat de peur ou de tension et que cette exposition est de nature à lui causer un préjudice. L'exposition à la violence conjugale, c'est aussi un contrôle coercitif, c'est aussi la violence judiciaire, c'est aussi parfois des parents qui vont instrumentaliser la DPJ. En tant qu'avocat, soyez alerte à ça. Lorsque vous avez un client ou une cliente qui veut appeler la DPJ, assurez-vous donc qu'il n'y a pas d'autres moyens qui ont été pris en place et qu'en aucun moment, cet appel de la DPJ n'est pour instrumentaliser la DPJ. C'est ce qui est d'ailleurs noté au rapport de l'ONU, c'est que parfois les mères qui sont victimes de violences conjugales se voient revictimisées lorsqu'on a devant le système judiciaire parce qu'on va fermer, on va occulter la violence qui est passée. Mais avec l'article 38C1, eh bien, c'est encore plus de protection pour les victimes de violences conjugales, puisqu'on parle de contexte post-séparation. Je vous donne un exemple que j'ai eu moi-même dans un dossier où le père a fait 1 an de prison pour avoir battu une mère. Et la jeune ne voulait pas aller en garde partagée chez son père parce qu'elle a été témoin de cette violence. Alors, on peut comprendre, elle a été témoin de cette violence et à chaque fois qu'elle va chez son père, chaque comportement intempestif de ce dernier vient également ramener des craintes à cet enfant. Donc, c'est là où on se dit, bon, là, il y a un contexte où il y a eu de la violence, on ne peut pas le nier, on doit le faire ressortir, et combien même la DPJ veut instaurer une garde partagée dans un dossier comme celui-là, il faut que soit prise en compte par le tribunal la violence conjugale et le passé de violence conjugale. Donc, vous verrez la définition de la violence familiale dans la loi sur le divorce. Et plus tard, en fait, la violence conjugale, je vous parlais du dossier de l'honorable, du jugement de l'honorable Luce Kennedy, où la juge va préciser que la violence conjugale peut être verbale, peut être psychologique, physique, sexuelle et économique. Paragraphe 17 de sa décision,
Bien qu'elle soit de plus en plus évoquée dans les médias, la violence conjugale demeure extrêmement difficile à voir. Même pour les victimes, la violence est difficile à cerner, puisqu'elle s'installe en douce, de manière plutôt hypocrite et progresse tranquillement en intensité. L'agresseur utilise généralement plusieurs moyens différents pour maintenir son emprise sur la victime. Donc, c'est bien de voir une décision de la Chambre de la jeunesse récente où la juge considère ce contrôle coercitif, où elle considère que la violence conjugale peut être insidieuse et il faut en tenir compte. Voilà. Donc, paragraphe 36 de cette même décision, la juge nous réfère à la décision Barendrecht contre Glebliunas de 2022 de la Cour suprême. Résumé des faits, en fait, de cette décision. La mère a rencontré le père en Colombie-Britannique. Elle le suit à Kelowna en 2012, la décision de la Cour suprême. Ils se marient, achètent une maison, ont 2 fils. En 2018, après leur séparation, la mère quitte avec les enfants suite à une agression. Le juge de première instance accorde la résidence principale des enfants à la mère et leur permet de déménager. Là, le juge en appel infirme cette décision et en Cour suprême, la Cour suprême établit que la suggestion selon laquelle les abus et la violence familiale n'ont pas d'incidence sur les enfants et n'ont rien à voir avec la capacité parentale de celui qui en est l'auteur est intenable. La recherche indique que les enfants exposés à la violence familiale sont à risque de souffrir de problèmes émotionnels et de comportements durant toute leur vie. Le préjudice peut résulter de l'exposition directe ou indirecte à des conflits familiaux, par exemple. Donc, c'est une jurisprudence qui est importante, que je vous ai mis également dans la boîte à outils. Lorsque vous avez un client qui a été violent, ou une cliente qui a été violente, qui a fait de la violence conjugale, il y a eu de la violence conjugale, vous représentez monsieur, qui a été violent dans sa relation. Il veut appeler la DPJ parce que les enfants ne veulent pas le voir. Suggérez-lui de faire une thérapie en gestion de ses émotions. Suggérez une thérapie familiale entre lui et son enfant également. Il y a d'autres choses que d'appeler la DPJ, par exemple. Voilà. Maintenant, voyons l'organigramme de la DPJ, du fonctionnement de la DPJ. Alors, la DPJ reçoit et traite un signalement. Si le signalement n'est pas retenu, on finit l'intervention. Donc, si le signalement, après avoir contacté votre client, la DPJ décide que, bon, votre client a pris les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission et ne vont pas retenir le signalement, on finit l'intervention. Si le signalement est retenu, il y a une évaluation de la situation. Et donc, s'il y a une évaluation de la situation et qu'on décide que la sécurité n'est pas compromise, on ferme le dossier. Mais si la DPJ décide que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, il y aura une orientation. Et l'orientation va être mesure volontaire, recours aux tribunaux. Et si le tribunal décide qu'il n'y a pas de compromission, eh bien, le dossier sera fermé. Parlons des mesures volontaires. Mesures volontaires, c'est une façon d'éviter de judiciariser le dossier. Donc, concrètement, la DPJ va entrer dans la vie de vos clients. Il y a un dossier 38C. On a mis les mesures en place, mais la DPJ n'est pas rassurée, veut rester dans le dossier. Elle va demander, par exemple, assigner des mesures volontaires. On s'entend que les mesures volontaires, c'est un contrat. Et ce contrat-là pourra être utilisé plus tard si le dossier est judiciarisé. Pour avoir une mesure volontaire, il faut admettre qu'il y a compromission. Alors, dans notre dossier où, par exemple, on a une mère qui est victime de violences conjugales et où on
la DPJ pense qu'il y a ici compromission parce qu'elle est aliénante, disons, eh bien, il faut s'assurer que la mesure volontaire va refléter la réalité de votre cliente. Elle ne peut pas signer un contrat, une mesure volontaire où il va avoir indiqué 38C en raison du comportement de la mère. 38C en raison de l'aliénation, des comportements aliénants du parent. Non. Par contre, le parent pourrait signer un 38C. Elle accepte les mesures volontaires. Il y a un mauvais traitement psychologique dû à la séparation qui est acrimonieuse, mais dû aux deux parents. On s'entend que pour avoir un conflit de séparation, il faut deux personnes. Et donc, cette mesure volontaire, lorsqu'il s'agit d'un dossier de 38C, il faudrait qu'elle fasse état des deux parties, pas seulement d'une partie qui est ciblée et qui a peut-être, parfois, qui est étiquetée dès le départ. Maintenant, si on n'a pas une entente de mesure volontaire, eh bien ensuite, la DPJ se tournera vers les tribunaux. Mesure de protection immédiate. Ça peut être la première approche, mais ça, c'est dans des cas où vraiment on veut éviter une tragédie. Alors, je vous donne un exemple. Durant la COVID, il y avait une jeune maman qui était à l'hôpital et qui ne parlait ni français ni anglais. Et à plusieurs reprises, l'infirmière lui a demandé de mettre le masque lorsqu'elle allait, mettre le masque lorsqu'elle allait. Bon. Et donc, il y a eu quelques propos d'échanger entre cette maman et l'infirmière. Finalement, il y a eu un signalement dans ce dossier-là. Et à ce stade-ci, eh bien, la DPJ, à la sortie de l'hôpital, est venue chercher le poupon et l'a emmené en famille d'accueil. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça arrive à notre client, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Cette prérogative qui est extraordinaire, eh bien, elle appartient à la DPJ et la DPJ peut retirer immédiatement l'enfant. Elle peut confier l'enfant à un centre ou à une famille d'accueil. Elle peut restreindre les contacts entre les parents et l'enfant. Elle peut interdire à tout parent de rentrer en contact avec l'enfant et même le tribunal ne peut pas intervenir durant ce 48 heures. Il faut savoir que la DPJ a été récemment, et depuis quelques années, enfin, sous la loupe. Donc, ne peut pas blâmer la DPJ de prendre des mesures immédiates lorsqu'il y a pour éviter une tragédie. D'accord? Pour l'histoire de ce poupon, à la fin de ce 48 heures, le poupon est retourné dans sa famille après avoir rassuré les intervenants de la directrice que la mère avait été entourée et que la mère, c'était une question de consigne qui n'était pas respectée à cause de son incompréhension par rapport à la langue. Maintenant, donc, l'article 46, alinéa 2, cette intervention peut avoir lieu à tout moment dès lors que le signalement a été retenu. La loi n'a donc pour seule exigence qu'un cas ait été signalé au directeur puis qu'il a été retenu. Une chose paraît évidente, le danger immédiat nécessite une action instantanée pour éviter des tragédies. D'accord? Est-ce que ces mesures peuvent être prolongées? Oui, elles peuvent l'être pour un autre 5 jours. Elles peuvent être prolongées. Et donc, la DPJ peut demander un 47 au tribunal pour prolonger les mesures de 5 jours, pour continuer cette enquête. Et par souci de prudence, je vous avoue que les tribunaux vont souvent accorder ce délai afin de finir l'évaluation d'un signalement. En tant qu'avocat, vous avez un 47 qui se présente à vous dans un dossier. Ce qui est important, ce serait peut-être de vous assurer que l'enfant ait des accès avec le parent durant ces 5 jours d'enquête, si c'est possible, lorsque c'est possible. Et pourquoi pas qu'une famille, un membre significatif de l'entourage de l'enfant soit peut-être celui qui est désigné pour garder l'enfant pendant ces 5 jours. Mais au niveau du 5 jours, les tribunaux l'accordent
à 99,9% des fois. Alors, on judiciarise un dossier. Les parties en cour supérieure, bien, c'est le parent 1 versus le parent 2 et potentiellement un avocat à l'enfant qui peut être nommé. À la Cour du Québec, vous avez les parents, la DPJ qui est une partie à part entière, et c'est souvent une intervenante qui a son avocat. Vous avez l'enfant. Parfois, il y a un avocat pour enfant qui va représenter le mandat des deux enfants. S'il y a plusieurs enfants, lorsqu'ils ont le même mandat, il y a un avocat d'enfant. Lorsqu'il y a plusieurs mandats différents, eh bien, ce sera deux avocats pour les enfants, dépendamment du nombre d'enfants. Et parfois, vous avez la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Maintenant, on s'entend que la CDPDJ, si vous voulez qu'elle s'implique dans un dossier, vous pouvez la mettre en cause. Récemment, malheureusement, il y a une orientation à l'effet que la CDPDJ va rentrer dans des dossiers seulement où il y a un enjeu systémique, mais n'hésitez pas à la mettre en cause lorsque vous sentez que les droits d'un enfant sont lésés et on verra la lésion de droit un peu plus tard. Maintenant, le rôle de l'avocat pour enfants à la Cour du Québec, il peut y avoir un mandat légal ou un mandat conventionnel. C'est-à-dire qu'un enfant, à partir de l'âge de 3 jours, peut avoir, il y a toujours un avocat pour enfants. Et lorsque c'est un enfant qui ne peut pas donner un mandat, eh bien, son mandat sera légal ou bien mandat conventionnel lorsque l'âge et la capacité et l'état mental de l'enfant est adéquat et pour que l'enfant puisse donner un mandat conventionnel. À la Cour supérieure, il y a le mandat conventionnel et la nomination n'est pas automatique, ce qui est automatique à la Cour du Québec. Question qu'on voit souvent, est-ce que mon client peut engager l'avocat pour enfants? Non, on ne peut pas. L'avocat pour enfants doit être indépendant à la Cour du Québec. Par exemple, à la Cour supérieure, on va nommer ensemble, les parties peuvent nommer ensemble un avocat pour enfants et demander la nomination plutôt demander la nomination au tribunal d'un avocat choisi par les parents en Cour du Québec. Il est nommé et c'est l'aide juridique qui va venir, qui va représenter. Il y aura un avocat de l'aide juridique pour l'enfant. Donc, comme je vous disais, l'enfant, s'il est assez âgé, mature pour exprimer son opinion au juge et intervenir dans le conflit dans ses parents, il engage alors son propre avocat. Et le mandat au niveau de la Cour du Québec sera un mandat conventionnel. Généralement, dans des dossiers de conflit de loyauté, on va venir nous dire souvent que bon, l'enfant est en conflit de loyauté, donc il ne viendra pas témoigner puisqu'il est en conflit de loyauté. Lorsque vous ressentez qu'il y a, par exemple, eu des raisons valables pour lesquelles l'enfant ne veut pas aller chez l'autre parent, eh bien, faites le débat pour que l'enfant puisse avoir un mandat conventionnel et pour qu'il puisse être présent si vous sentez que sa présence et son témoignage va être important pour éclairer le tribunal. Mais donc, c'est important de faire cet exercice-là, surtout dans des dossiers de conflit de loyauté ou aliénation parentale où il y a eu violence conjugale. Bon, mesures provisoires. Les mesures provisoires, c'est la première, on va souvent voir des 76.1, la DPJ a fait son 47, parfois ils vont sauter le 47, ils vont aller directement en mesures provisoires. Il va falloir que la DPJ démontre qu'il y a une nécessité pour le tribunal d'intervenir et ou qu'il y a un risque de causer un tort sérieux si le tribunal n'intervient pas. Et à ce stade-ci, la DPJ peut demander un renversement de garde, elle peut demander placement d'un enfant et elle peut le demander en fait en 76.1, en urgence. Souvent, nous recevons ces demandes-là la veille. Souvent, on n'a pas le temps de
pouvoir se préparer avec les témoins, les témoignages qu'on a besoin. Par exemple, on veut avoir l'implication d'un enfant, d'un parent auprès de son enfant, on veut avoir une lettre de l'école, on voudrait avoir, pour ce 76.1, on aimerait être préparé avec des échanges, des courriels entre les parents pour montrer que le conflit ne provient pas nécessairement d'un côté, mais des deux côtés. Je vous donne l'exemple ici, là, vous avez une mère vous représentez une mère, la DPJ demande un renversement de garde parce qu'on dit qu'elle est aliénante. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, à ce stade-ci, on ne peut pas, à ce stade-ci, demander une expertise. Il faut que le motif de compromission soit déclaré. Par contre, ce qu'on peut, c'est avoir toutes les preuves de l'implication de cette mère dans la vie de son enfant, de la violence, de la preuve de la violence par tout ce qu'on peut avoir comme preuve. Et donc, il faut prendre le temps de faire une preuve comme il se faut. Un 76.1, où on demande un placement d'un enfant, dans un renversement de garde, où on demande des mesures abruptes qui vont venir bouleverser la vie d'un enfant, de grâce, ne les faites pas en 20 minutes ou en 45 minutes. Il faut prendre le temps. Alors, si à ce moment-là, quand le tribunal, quand la DPJ vous envoie un 76.1 et que vous n'êtes pas prêt, et que la demande va être tellement préjudiciable, les conséquences de cette mesure demandée vont être tellement préjudiciables pour l'enfant, vous demandez une remise de quelques jours, avec une entente de quelques jours, afin de vous assurer de prendre, d'avoir le portrait exact pour le tribunal et afin que le tribunal ait toutes les informations afin de prendre une décision éclairée. Souvent, on arrive en 76.1, ces 2 dernières minutes, on se dit on peut pas demander une remise. Oui, demandez la remise. Demandez la remise parce qu'il faut qu'il y ait tout soit mis en place, que vous ayez les preuves, le temps d'offrir la preuve nécessaire. Maintenant, les différences dans les mesures d'urgence. On est habitué en mesure de sauvegarde à la Cour supérieure, la preuve est faite par déclaration assermentée. Ça va porter notamment sur la garde, l'usage exclusif de la résidence familiale, provision pour frais, bon. Mais ça se fait par déclaration assermentée. Ne venez pas avec une déclaration assermentée en cours de la jeunesse. La DPJ va s'y objecter. La preuve est faite par témoignage. Parfois, quand c'est un sujet, ça dépend, hein, mais il y a des fois des juges qui vont juste écouter les avocats plaider, mais dans des mesures où on demande des renversements de garde ou des placements, les juges vont prendre le temps d'entendre les témoignages, témoignages de l'intervenant, témoignages des parents, parfois témoignages de l'enfant. C'est important, donc je ne peux pas assez le répéter que c'est important d'être préparé. Bon. Au niveau de la protection de 76.1, donc la mesure d'urgence équivalente à la mesure de sauvegarde en cour supérieure, la preuve se fait par témoignage et la mesure, ça doit être nécessaire. Le fardeau, c'est la nécessité. Nécessité et ou risque de tort sérieux. Je vous ai mis dans la boîte à outils un jugement de l'honorable Gilbert Lantier où il parle également, il définit en fait la nécessité. Et le tribunal a examiné plusieurs éléments pour déterminer si les parents avaient respecté le critère de nécessité, capacité des parents à mettre fin à la compromission. Si les parents sont aptes à mettre fin à la compromission, eh bien, le tribunal et la DPJ n'ont pas à intervenir. Alors ici, le juge Lantier parle de la capacité des parents à mettre fin à la compromission. Le tribunal a jugé que les parents n'avaient pas montré la capacité ni la volonté d'adopter des mesures efficaces pour protéger leurs enfants. Ils ont reconnu une grave erreur en laissant une tierce personne potentiellement abusive. Donc là, c'est la capacité à mettre fin. Donc, essayer de démontrer que les parents ont la capacité pour mettre fin à la compromission. La gravité des abus, la récurrence des événements sera prise en compte dans un 76.1. Et également, est-ce qu'il y a des suivis mis en place? Donc, quand je vous disais tout à l'heure, lorsque la DPJ rentre dans la vie, même au départ d'un signalement, mettez des mesures en place afin
que même si le signalement est retenu et vous vous retrouvez en 76.1, vous avez les preuves pour le tribunal que les parents ont mis les mesures pour mettre fin à la compromission. Donc, vous allez voir mesures provisoires. Je vais passer ça. Donc, c'est les mesures provisoires, les mesures que la DPJ peut mettre en place. Il y a donc certaines mesures possibles à la Chambre de la jeunesse, les mesures qui peuvent être ordonnées. Contact supervisé, c'est la première chose qui m'a choquée en tant qu'avocate en droit familial, c'est de voir autant de parents supervisés par la DPJ. Alors ça, c'est très important d'être au fait qu'un parent peut, dans un conflit sévère de séparation, se retrouver supervisé. Le tribunal peut ordonner la supervision du parent et peut prévoir qu'il y a possibilité d'augmenter les contacts et de lever la supervision. Le tribunal peut interdire les contacts. Le tribunal peut placer de façon provisoire l'enfant dans une famille d'accueil, dans un centre de réadaptation pour 60 jours. Et ce délai-là est de rigueur. Maintenant, si le tribunal fait un renversement de garde, donc on est en 76.1 et le tribunal décide que les enfants vont aller chez le père dans une décision parce que la mère est aliénante et la preuve qu'on a démontrée n'a pas convaincu le tribunal, eh bien le délai de 60 jours n'est pas respecté. Alors ça pourrait durer une année, ce renversement de garde, parce que malheureusement, c'est la réalité des délais en jeunesse. Au niveau des contacts supervisés, je vous ai mis dans votre boîte à outils une décision de l'honorable Mario Gervais. Et dans cette affaire, le juge Gervais nous mentionne que la supervision des contacts entre un parent et son enfant sous la responsabilité de la DPJ ne doit pas constituer une fin en soi. Cette supervision, elle doit être considérée comme un état transitoire et traitée comme tel. Donc, lorsque la DPJ supervise un parent, elle le supervise, OK, pourquoi? Alors, est-ce qu'il y a des interventions qui sont faites? Est-ce qu'il y a du modeling qui est fait? Est-ce qu'on supervise un parent juste parce qu'on a mis dans le jugement, c'est parce que le juge nous a ordonné de superviser un parent? Non, on veut faire avancer le dossier. Qu'est-ce qui est fait dans ce dossier? Qu'est-ce qui avance dans ce dossier? Qu'est-ce que la DPJ donne comme outil lors de cette supervision de contact? Donc, c'est bien important, une jurisprudence donc, que je vous suggère de garder. Est-ce que lorsque la supervision de contact s'éternise dans le temps, on peut faire une demande au tribunal? Ça dépend de l'impact sur les enfants. Il y a des fois où, à force de supervision, superviser dans un petit local d'un centre jeunesse, par exemple, un enfant qui a 12 ans, lorsque cette supervision dure dans le temps, perdure dans le temps, il se peut que l'enfant ne veuille plus aller voir son parent. Et là, c'est une raison de nous-mêmes faire une demande en 76.1 pour aller voir le tribunal, dire, Monsieur le juge, on avait une décision à l'effet que la DPJ pouvait lever la supervision. La DPJ, après X mois, ne lève pas la supervision. La DPJ, a le pouvoir de le lever. On demande que cette supervision soit levée ou que les contacts soient normalisés. On va parler de normalisation des contacts. On peut normaliser les contacts en ayant, par exemple, un tiers superviseur qui fait partie de l'entourage de l'enfant. Je vous revenais par rapport au contact supervisé dans le 76.1. Je retourne en arrière et je retourne en arrière parce que c'est important. En tant qu'avocat en droit familial, on va souvent se dire, bon, mais il y a les grands-parents. Alors, les grands-parents ont l'article 611 du Code civil du Québec en jeunesse très fréquemment. Ça ne s'applique pas dans le sens que lorsqu'on est un 76.1 et qu'on a décidé que le tribunal a décidé que il y a un parent qui est responsable du conflit et qu'il sera supervisé, et bien malheureusement, souvent, il y a les grands-parents qui ne verront pas les enfants, les oncles, les tantes. Donc, faites une demande lorsque vous êtes en 76.1 afin que les contacts soient maintenus. Si vous avez un enfant qui est habité avec sa mère et qui, en plus, voyait très souvent les grands-parents, voyait son oncle de façon quotidienne, demandez que ces contacts demeurent, mais souvent, malheureusement, ça ne se produira pas. Maintenant, les compétences concurrentes.
Alors, il n'est pas incompatible que la garde des enfants soit confiée dans un premier temps à un parent et que lorsqu'on a un litige devant la chambre de la jeunesse, eh bien, le tribunal va changer ce jugement, va ordonner, par exemple, un placement en famille d'accueil ou un renversement de garde. Il pourrait s'agir d'une circonstance liée à l'incapacité du parent de s'en occuper ou des mauvais traitements dont l'enfant est victime. Donc, de même, la Cour du Québec a juridiction pour rendre une ordonnance ayant pour effet d'affecter directement le droit de sortie du parent qui serait l'auteur d'abus sexuels, même si ce droit lui avait été conféré par jugement de divorce. Donc, il faut savoir que la Cour du Québec, lorsqu'elle agit, lorsqu'elle rentre dans la vie d'un client et qu'il y a un motif de compromission qui est déclaré, eh bien, ça va être la Cour du Québec qui aura préséance. Maintenant, il arrive des exceptions. Il en arrive. Et je vous ai soulevé ici, droit de la famille, en appel de la décision de l'honorable juge Jacob. Alors ça, c'est une décision où la juge Jacob, il y avait des journées de prévues à la chambre, à la Cour supérieure, et la juge Jacob a fait entendre la directrice. Elle a fait entendre les parents et la DPJ a été mise en cause. Et finalement, le père va en appel de cette décision et dit, mais non, ça devait être la Cour du Québec qui prend la décision par rapport à la garde, par rapport au temps parental. Désolé. Et là, dans un tel contexte, au paragraphe 10 de cette décision de la Cour d'appel, dans un tel contexte, l'appelant a tort de soutenir que la Cour supérieure n'avait pas compétence pour modifier le temps parental et confier l'enfant à l'intimé. La Cour supérieure et la Cour du Québec possèdent une compétence concurrente en matière de garde, bien qu'une ordonnance de la Cour du Québec en vertu de la LPJ doive primer sur celle de la Cour supérieure pendant la période de compromission. On s'entend qu'on utilise le gros bon sens. On a un jugement qui est prévu et on a 3 jours de cours avec un juge de la Cour supérieure. On s'entend que ça, c'est précieux. On a un motif de compromission qui est prévu, qui est déclaré ou qui va se faire déclarer à la Chambre de la jeunesse. On profite de ces 3 journées de cours-là avec un juge en Cour supérieure. On met en cause la DPJ, on signifie, on s'assure que les intervenants de la DPJ soient présents et on utilise ces journées de cours. Donc, c'est une jurisprudence qui risque de vous aider. Article 95, donc l'article 95, la DPJ est déjà dans la vie de vos clients. Il y a une déclaration qui a été faite, il y a eu un 38, donc il y a eu un jugement sur le fond. C'est la révision de la situation. Je vous l'ai mis à titre indicatif parce que le temps file. L'intérêt de l'enfant, vous allez voir donc que l'intérêt de l'enfant est défini, bien évidemment, à la loi sur la LPJ, l'article 33 et la loi sur le divorce. Vous avez toute décision doivent être prises dans le meilleur intérêt de l'enfant, c'est évident. Donc, par rapport à la DPJ et le placement d'enfants, je reviens là-dessus, le placement ne peut pas excéder une durée maximale de 12 mois si l'enfant a moins de 2 ans. Donc, la DPJ est dans la vie de vos clients. Assurez-vous qu'on a exactement là 12 mois pour se mobiliser. On ne peut pas attendre 24 mois parce que l'enfant a le droit d'avoir un projet de vie et le tribunal, en chambre de la jeunesse, peut ordonner également un placement en majorité. La lésion droit, je vais en parler rapidement. Donc, la lésion droit peut être déclarée d'office par le tribunal en chambre de la jeunesse. Et il ne faut pas, et vous pouvez également faire une demande en lésion droit, mettre en cause la CDPDJ qui sûrement ne viendra pas, mais la mettre en cause, si on fait tout ce travail de mettre en cause la CDPDJ lorsqu'il y a des lésions droit, ben peut-être que ça deviendra une raison systémique pour qu'ils viennent s'impliquer. Protection de la jeunesse, l'honorable juge Lynn Morin vient nous expliquer ici la lésion de droit. Le tribunal doit d'abord considérer qu'il y a eu une atteinte, un non-respect d'un droit reconnu à l'enfant. Les droits de l'enfant ne sont pas limitatifs à ceux que l'on retrouve à la LPJ. Il peut s'agir des droits de l'enfant reconnus au Code civil du Québec, à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, à la Convention relative aux droits des enfants signée par le Canada et à la loi sur la santé et les services sociaux. Et
constatation d'une lésion ne requiert pas nécessairement la preuve de l'existence de séquelles tangibles. Donc, il peut y avoir un droit qui n'a pas été respecté pour l'enfant qui est dans un dossier, et combien même il n'y a pas de séquelles, si on n'a pas respecté son droit, il y a une lésion de droit. Il n'a pas besoin non plus d'avoir... La lésion peut être actuelle, contemporaine ou passée. Le fait que la situation lésionnaire a été corrigée ne change rien. Alors souvent, la DPJ va venir nous dire, ah, mais il y a une lésion de droit, mais il n'y en a plus là. Il y a eu abus sexuel, mais il n'y en a plus maintenant. On a renvoyé l'intervenant, par exemple. OK? Ce qui est rare, là, on va se dire, c'est très rare, mais il y en a eu des dossiers comme celui-là. Eh bien, ça ne change pas. Il y a quand même eu une lésion des droits de l'enfant. Et à cet effet, voilà une belle jurisprudence de l'honorable juge Marie-Pierre Jutras. Dans ce dossier-là, il y a eu abus sexuel d'une jeune et la DPJ dit maintenant, il n'y a plus, on a modifié, on a corrigé la situation. Et la juge nous soulève ici, paragraphe 140, elle fait état justement du jugement de la juge Marie Pratt. La qualification juridique de l'obligation de la directrice ne permet pas de justifier l'atteinte au droit de X. En effet, la détermination de l'intensité d'une obligation contractuelle, extra-contractuelle ou même déontologique est utile pour établir si la personne qui s'y est engagée ou non commet une faute. Dès lors, paragraphe 217, ce qui importe lorsque l'on est confronté à une allégation de violation des droits, c'est d'abord d'identifier les droits concernés et ensuite de bien examiner si dans les faits, ils ont été respectés ou pas. D'accord? Donc, vous avez un dossier de DPJ, vous sentez que les droits de l'enfant, de votre client, n'ont pas été respectés. On n'a pas besoin de mentionner, de montrer une faute. On a simplement besoin de montrer que le droit n'a pas été respecté et ces jurisprudences vont vous servir. Traitement de la garde 37, alinéa 3, la Cour du Québec, du Code de procédure civile. La Cour du Québec connaît, à l'exclusion de la Cour supérieure, des demandes en matière d'adoption. Dans les autres matières relatives à la jeunesse, la compétence de la Cour et la procédure à suivre devant elle sont déterminées par les lois particulières. Lorsque la Cour du Québec est saisie d'une demande en matière d'adoption ou de protection de la jeunesse, elle peut se prononcer sur les demandes qui y sont liées concernant la garde et l'enfant. C'est bien important de savoir ici qu'il faut des conditions. La Cour du Québec doit être saisie pour faire une demande 37 du alinéa 3 du Code de procédure civile. Et donc, on l'a fait à la Chambre de la jeunesse. Maintenant, il peut arriver aussi, et ça va mettre fin à la formation parce que je vois le temps filer, il peut arriver aussi que la DPJ nous demande, allez-y, nous chercher un jugement de garde et on ferme le dossier. La DPJ veut sortir du dossier, elle vous demande d'aller chercher un jugement de garde à la Cour supérieure et donc, dans ce temps-là, on va à la Cour supérieure. Généralement, on obtient une lettre de la DPJ à l'effet qu'ils sont d'accord pour cette demande de garde et on obtient un jugement de garde dans le but de fermer le dossier à la DPJ, à la Chambre de la jeunesse. Cela complète, en fait, vous avez une boîte à outils, suivi des activités. Le suivi des activités, c'est important. Lorsque vous avez un dossier à la DPJ, faites toujours la demande et ça prend environ 30 jours à obtenir le suivi des activités. Il faut que l'enfant ait 14 ans et moins que 14 ans. Donc, vous obtenez le suivi des activités, de toutes les interventions. Il y a des renseignements précieux dans ces suivis des activités. Lorsqu'il y a plusieurs enfants, vous pouvez le demander seulement pour un enfant, si tous les enfants sont dans le même milieu. Mais demandez le suivi des activités, ça peut nous éclairer vraiment. Bon, je mets ne pas venir avec trop de pièces. On n'est pas en cours supérieur. En jeunesse, là, on n'est pas en cours supérieur. On les reconnaît, on nous reconnaît lorsqu'on arrive avec toutes nos pièces. Et bon, comprenez que ça roule vite. Les pièces doivent être, il faut avoir des pièces qui vont venir pour le motif de compromission. Donc, c'est important d'être concis. L'expertise psychosociale, si vous n'avez pas fait une expertise psychosociale au niveau de la Cour supérieure, vous pouvez la faire
au niveau de de la chambre de la jeunesse. Et il faut, avant que le motif de compromission soit déclaré, c'est l'article 87, alinéa 3. Pour le reste, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de toujours vous mettre dans les chaussures de vos clients, mais dans les chaussures de l'enfant. Un délai, des fois, on va accepter, oh, OK, on va remettre un délai de 1 mois. Un délai de 1 mois pour un enfant d'un an, c'est une éternité. Donc, avant d'accepter des remises, avant d'accepter également des demandes, on va dire, oh, on va placer l'enfant pour 6 mois au lieu de le placer pour 4 mois, mais ces 2 mois-là, c'est quelque chose, c'est important. Et ça vaut la peine d'en parler, d'aller devant le tribunal pour aller défendre ces 2 mois-là, parce que c'est 2 mois de la vie d'un enfant où il sera placé, par exemple, en famille d'accueil. Alors, c'est important de toujours vous mettre dans les petits souliers de vos clients. J'espère que ça vous a éclairé et je termine la formation. Je vous remercie beaucoup d'avoir été ici en si grand nombre aujourd'hui. Merci beaucoup, Valérie. Ça a été super instructif. Pour l'instant, je n'ai pas de questions dans le Q&A. Alors, je demanderai aux gens, n'hésitez pas, si vous avez des questions, tapez-nous-le dans l'onglet Q&A en bas. Et dans l'intervalle, Valérie, je crois que tu nous as mis de la jurisprudence dans la boîte à outils. Oui. Peut-être nous faire un mini résumé ou nous dire lesquels on devrait lire en premier. Je sais qu'on est tous très occupés, mais si on a à faire un top 5, qu'est-ce qu'on devrait lire en premier? Bien, un top 5, ce serait vraiment celle de l'honorable Daniel Urbas, qui est formidable et où le juge va rejeter cette analyse de l'expert qui n'est pas psychologue. C'est vraiment le genre de dossier qu'on risque d'avoir parce que on s'entend que malheureusement, les intervenants à la DPJ ne sont pas toujours ils sont pas des psychologues. Et donc, pour venir à un diagnostic d'aliénation parentale, il vient nous établir les bases. Donc ça, c'est un jugement qui est important. Également, par rapport à la concomitance des deux instances, eh bien, c'est certain que le jugement de la Cour d'appel qui vient par rapport au jugement de la juge Anne Jacob est pertinent à lire. Et bien évidemment, celui de l'honorable Luce Kennedy qui vient réitérer le concept de violence conjugale, la violence insidieuse qu'on ne voit pas, qui est invisible. Hmm. Effectivement. Je vois qu'on a une question dans le Q&A qui dit, bon, la personne n'a pas de copie encore du document. Bon, évidemment, ça va être envoyé par la suite. Oui, Donc, oui, tous les participants par la suite recevront par le barreau un courriel avec une copie de la présentation et de la boîte à outils. J'ai une question ici qui nous demande, pourquoi aller en cours supérieure quand le tribunal de la jeunesse a compétence pour la garde? oui. Alors, on va en cours supérieure dans des dossiers spécifiques. Par exemple, la pension alimentaire, le jugement, la Cour supérieure ne va pas régler tout ce qui a trait à la pension alimentaire. Un exemple. Mais pour la garde, on va à la Cour supérieure pour la garde lorsque la DPJ veut finir l'intervention et que ça va plus vite aussi. C'est plus rapide. On va aller en urgence, on va demander un jugement pour la garde. La DPJ est en accord. Parfois, c'est une question de délai, hein. C'est une question, ça va aller plus rapidement. On s'entend que 37 alinéa 3, c'est une demande sur le fond et ça peut prendre du temps avant d'avoir une date de cours. Excellent. Je vois aussi, on a une question sur est-ce qu'un criminologiste pourrait faire le travail d'un psychiatre dans un dossier où, bon, le criminologiste n'aurait pas reconnu l'aliénation parentale? Ou est-ce que ça peut avoir un recours à un criminologiste au lieu d'un psychiatre ou En d'un fait, un psychologue? criminologue ne va pas pouvoir venir confirmer ou non la présence d'aliénation parentale. Il n'a pas l'autorisation de le faire. Il n'a pas le droit de le faire. Donc, si on parle d'aliénation parentale, même un parent qui se retrouve avec un criminologue et on lui parle d'aliénation parentale, il n'en est pas. Le criminologue ne peut pas arriver à un diagnostic d'aliénation parentale. C'est un concept tellement complexe que même les psychologues ont un travail difficile pour en arriver. Oui, je comprends. Euh, Aurais-tu un conseil quand les deux cours se renvoient la balle entre les deux?
Oh mon Dieu, oui, ça arrive. Les deux cours se renvoient la balle. Écoutez, c'est certain qu'au niveau de la compromission, ça va être la Cour du Québec qui va avoir préséance. On va se renvoyer la balle justement dans des dossiers où la Chambre de la Cour supérieure est saisie. Comme dans le dossier où, par exemple, il y a 3 jours qui sont prévus à la Cour supérieure et là, le juge va nous dire, oui, mais allez-y à la Cour supérieure, vous allez voir la juge bientôt. Vous n'avez pas besoin de venir devant moi. La juge va déterminer cela. Alors, c'est dans ces cas-là que la Cour se renvoie la balle, mais encore, toujours, le meilleur intérêt de l'enfant, s'il y a compromission, si le tribunal doit intervenir, il faut prouver la nécessité. Et s'il y a nécessité pour que la Chambre de la jeunesse intervienne, eh bien, il faut le démontrer. Ça va être avec les critères que je vous ai soulevés dans la présentation. Puis, ça serait quoi les meilleures pratiques quand un dossier est comme en attente d'analyse à la DPJ, mais qu'il y a un jugement qui était rendu en cour supérieure en attente de l'analyse, puis ça Oui. vient pas l'analyse, alors qu'est-ce qu'on fait? Oui, alors l'analyse, comme je vous dis, c'est lorsque la DPJ est interpellée pour un motif X, la meilleure pratique, c'est de mettre en place des mesures pour mettre fin au motif de compromission. Même si on dit, oui, mais il n'y en a pas, mais je ne suis pas aliénante, mais il n'y a pas de conflit, on s'entend, l'enfant va chez papa, mais mettez en place des outils avant même que la DPJ entre pour les rassurer et pour éviter d'engorger un système qui est déjà débordé. Alors, c'est notre rôle de bienveillance, c'est notre rôle de s'assurer, de dire à un parent violent, par exemple, écoute, va faire de la gestion de tes émotions, là. Prends un suivi sur la gestion de tes émotions et ensuite on pourra rassurer l'autre parent et en même temps rassurer le tribunal. Alors, c'est certain que c'est mettre en place toutes les mesures qu'on peut mettre en place, la médiation, le coaching parental. Tellement précieux le coaching parental et les parents peuvent aller voir un coach parental rapidement. Donc, peut-être se parler entre procureurs, convenir de méthodes parce que ce n'est pas une partie de plaisir lorsque la DPJ rentre dans la vie d'une famille pour conflit sévère de séparation. Toutes les notions qu'on connaît, euh, pas prennent le bord, mais c'est beaucoup plus rigide. La DPJ est impliquée. C'est extraordinaire. Ils ont des pouvoirs extraordinaires et donc ils seront mis en place. Parfait. Donc, si on comprend bien dans tout ça, là, on doit procéder à la Cour supérieure, même s'il existe un dossier ouvert à la DPJ, puis on met en cause la DPJ puis les intervenants jeunesse dans le dossier de la Cour supérieure. Si on comprend bien, lorsqu'on a un dossier qui est prévu 3 jours, cour supérieure, la DPJ est là, elle a appelé notre client, ils veulent s'impliquer, ou même ils ont rencontré notre client, ou même la DPJ pense qu'il y a aliénation parentale, peu importe, on va garder ce précieux moment de 3 jours autant que possible et on va on va mettre en cause la DPJ et faire en sorte qu'on ait cette audience-là devant la juge. Alors, bien évidemment, c'est du cas par cas. Il y a des moments où on va vous dire non, il y a une urgence, placée en famille d'accueil, mais c'est bien d'avoir la Cour supérieure, de ne pas reporter ces 3 journées-là, par exemple dans un divorce, de faire entendre vos clients, de faire entendre la DPJ et d'avoir en plus un jugement de la Cour supérieure. Je comprends bien. Tu as expliqué quand on doit se préparer pour un 76.1. Bon, c'est Oui, important d'avoir tout. Hem, Qu'est-ce qui arrive quand on a un juge là, qui veut un peu limiter la preuve ou remettre ça à l'enquête au fond? oui. Comment on réagit dans ce cas-là? On réagit de demander au juge la demande de 76.1 peut devenir un 47. On peut demander à la DPJ, écoutez, faites un 47. Je suis d'accord pour 5 jours de plus. Donc, on est d'accord pour le 5 jours de plus, mais notre client doit se faire entendre. Il y a des preuves, il y a un médecin qui va nous écrire une lettre, il y a l'école il y a le psychologue, il y a plusieurs. Attention, le oui-dire est accepté, mais quand même, le poids des lettres, le poids des documents, le poids d'un témoignage d'un directeur d'école qui viendrait en 76.1 pour dire non, le père n'est jamais impliqué ou la mère n'est jamais impliquée, mais ça n'a pas de prix. Et je le répète, un 76.1 qui dure 45 minutes de grâce, mettez-vous à la place, si c'est votre enfant, est-ce qu'en 45 minutes, un juge va pouvoir avoir cette décision-là? Non. 76.1 où il y a des enjeux majeurs, où on va bousculer la vie d'un enfant, où il y aura des mesures abruptes qui sont demandées, prenez le temps. Il faut le prendre.
Oui, effectivement. On nous demande ici, bon, un avocat, pour l'enfant, Oui, qui est nommé à la Cour supérieure, est-ce qu'ils peuvent être nommés à la Cour du Québec, ces avocats-là non, pour l'enfant? non, Non? non. Ça serait Parfait. plus Puis l'aide juridique, est-ce que c'est elle qui détermine ça ou comment ça fonctionne? En fait, on arrive au tribunal et on a l'avocat pour l'enfant dans un 76-1. Bon, ben, c'est l'avocat pour l'enfant qui est là et oui, mais c'est pas, c'est automatique. C'est automatique. On n'a aucune implication à avoir là-dedans. Aucune. Mmh. Puis, est-ce que par exemple, si on veut une demande, d'analyse, psychosociale pour déterminer Oui. s'il y a de l'aliénation parentale, est-ce que ça se présente verbalement par requête ou il faut faire une requête écrite ou, Euh, comment on le fait? Je privilégie toujours des requêtes écrites, des demandes écrites. Encore une fois, il faut que le motif de compromission soit déjà déclaré, article 47, alinéa 3 de la LPJ, mais une demande écrite, vous pouvez le faire verbalement, mais faites-le par écrit pour vous assurer que bon, toutes les raisons pour lesquelles vous voulez cette expertise psycholégale. Parfois, l'expert peut être même, il peut avoir une entente, un expert. J'ai toujours d'avoir mes experts à l'externe, des experts qui ont un regard plus neutre que des experts, des psychologues à l'interne de la DPJ, parce qu'il y a des experts également à la DPJ. J'essaye aussi toujours d'avoir un psychologue qui va être celui qui va faire une expertise euh, dans un dossier. Je ne veux pas que ce soit un travailleur social, je veux que ce soit un psychologue. Donc, prenez ce temps-là. Si vous choisissez l'expert commun, ben, vous savez ce que ça implique d'avoir un expert commun lorsque vous recevez le diagnostic. Là. Mmh, effectivement. Puis quand tu nous parlais du suivi des activités, est-ce que ça se Oui. fait auprès, du contentieux, de la DPJ ou comment on le fait au début du dossier ou? Oui, très bonne question. Ça se fait tout au long du dossier, c'est les archives. C'est OK. vraiment précieux. Dans les archives, si vous représentez la mère, il va y avoir, on va pas voir les informations sur le père et l'inverse aussi lorsque vous représentez le père. Donc, ça va être caviardé, mais c'est vraiment important parce que ça nous donne un éclairage, ça nous donne les conversations, par exemple, les courriels, lorsque des intervenants réfléchissent avant de demander des mesures entre elles, qu'est-ce qui s'est dit, pour moi, c'est précieux. Il y a également, lorsque votre client est supervisé, il va y avoir un détail des supervisions parce que les intervenants prennent des notes. N'hésitez pas non plus au tribunal, si vous n'avez pas reçu les notes évolutives à temps, parce qu'il y a toujours un retard dans les notes évolutives, n'hésitez pas de demander à l'intervenant en contre-interrogatoire de vous lire la note de la supervision de telle date. Ça m'arrive souvent, je n'ai pas reçu encore le, 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 les notes des archives, ben, je vais demander à l'intervenant, pouvez-vous nous sortir vos notes et lisez-la moi au complet. Ah, OK, vous m'avez lu ça au complet. Comment ça se fait que vous ne m'avez pas parlé de cet aspect positif lors de la visite et vous me parlez seulement de cet aspect-là négatif, par exemple? Je vous donne un exemple concret sur le terrain. Alors, c'est vraiment utile et je ne peux pas vous dire, pour moi, c'est de l'or. Effectivement. Puis, bon, on entend souvent dire: «Ah ben là, la DPJ est là, il faut collaborer avec la DPJ, avec leurs Oui, recommandations, dès qu'ils sont oui. impliqués. Ça vaut pas la peine de contester, ça vaut pas la peine de se battre». Est-ce que bon, nuancer ou comment on, qu'est-ce Ah, qu'on fait, genre de cas? tout à fait. La DPJ, et honnêtement, lorsqu'on j'entends, ah, ben, la DPJ a toujours raison, ben non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. La DPJ va recommander au tribunal. Nous, en titre d'avocat, on a le devoir de venir avec la preuve complète pour que le tribunal soit éclairé. On s'entend que la DPJ, lorsqu'elle arrive devant la cour, elle a des rapports d'intervenants, bien souvent. Et donc, c'est des rapports, et ayant des rapports opposés, ayant d'autres choses, d'autres preuves pour venir contrecarrer cette preuve-là. Donc, lorsque nous sommes préparés et la jurisprudence, n'hésitez pas de soumettre également de la jurisprudence de la Cour supérieure, comme le jugement du juge Urbas qui est utile avec les critères d'aliénation parentale. Donc, non, ça vaut la peine et la collaboration avec la DPJ, elle est primordiale. Le premier conseil que je donne à mes clients, c'est collaborer avec la DPJ.
DPJ. En fait, ce que la DPJ s'attend, elle s'attend peut-être que, je sais pas, c'est un client qui est intempestif. Ben, ne leur donnez pas cette énergie-là. Vous devez collaborer avec la DPJ parce qu'on ne veut pas que ça soit utilisé contre nos clients. Donc, c'est le premier conseil qu'il faut donner à nos clients. Oui. Ici, on a une question sur, bon, 76.1, Oui. dans le cas où un enfant est rendu un peu plus vieux, un enfant, je sais pas, 16 ans ou 14 ans, est-ce que à un moment donné, là, est-ce qu'il y a un point un peu plus tournant dans la jurisprudence où, c'est moins approprié selon l'âge de l'enfant s'il est plus vieux ou? J'ai vu des enfants placés à l'âge de 14 ans dans un centre de réadaptation pour conflits sévères de séparation. Donc, non, malheureusement, la loi sur la protection de la jeunesse s'applique. Bien évidemment, l'âge de l'enfant est considéré. Bien évidemment, un enfant de 16 ans, on ne peut pas lui dire de ne pas venir témoigner. Euh, et également, les juges vont dire, bon, mais il a 16 ans, là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il ne veut pas voir sa mère, il ne veut pas voir son père. On est pris devant une réalité. Mais j'en ai vu des placements de jeunes qui ont 16 ans et qui sont placés en centre pour conflit de séparation. Donc, quand je vous dis, des fois, lorsqu'on arrive, je parlais de la caméra cachée, oui, lorsqu'on fait du droit familial à temps plein et qu'on arrive à la chambre de la jeunesse, parfois on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ici, là? Donc, c'est une loi d'exception. Ça revient à dire, c'est la loi d'exception et les pouvoirs sont extraordinaires et c'est ça qu'il faut se rappeler lorsqu'on fait affaire avec la DPJ. Mmh, oui. Ici, on a une question, bon, de juridiction quand un parent, je dirais déménage et que ça rend là la garde partagée impossible. Oui. Quand la DPJ est déjà dans le dossier, est-ce que la DPJ va intervenir là-dedans ou, comment on Ça pourrait dé- gérer ça? En fait, ça dépend, mais normalement, généralement, c'est la DPJ c'est le lieu de l'enfant qui va définir la DPJ, quelle DPJ. Donc, j'ai un parent à Québec, la garde, et c'est des exemples que je vois, par exemple, un dossier à Québec, le tribunal donne la garde, le temps parental, fait un renversement de garde le père a la garde des enfants à Saint-Jérôme, eh bien, on va demander un changement pour pouvoir être entendu à Saint-Jérôme. OK? Mais la DPJ de Québec risque de rester toujours impliquée avec la mère qui est à Québec. OK? OK, Mais on peut demander un changement de juridiction pour être entendu et de centre jeunesse. OK, parfait, je comprends. Puis dans le cas où un motif de compromission est déclaré par la DPJ, c'est à ce moment-là qu'on peut demander une expertise psychosociale? Oui. En fait, il faut lire l'article 87 alinéa 3 et c'est vraiment ça. Et donc, on ne peut pas le demander avant. C'est pour ça, quand votre client vous informe que la DPJ arrive, faites-la l'expertise. Commencez-la immédiatement. Demandez, essayez de parler entre procureurs pour l'avoir parce qu'après, ça prend du temps. S'il faut attendre que le motif de compromission soit déclaré et il faut faire une demande au tribunal et il faut que la DPJ accepte aussi de, de, de cette expertise psycholégale. Donc, ce n'est pas toujours le cas. La DPJ risque de s'y objecter. Elle s'y objecte plusieurs fois. Donc, c'est important de le faire avant si possible. Puis si on est dans un dossier où on considère que le parent a mis en place plusieurs outils, Oui. et bon, qui fait tout ce qu'il a à faire, on fait plusieurs suivis avec la DPJ. La DPJ n'est pas encore satisfait, mais on pense que c'est une question de conflit peut-être de personnalité entre le parent puis l'intervenant de la DPJ. Ah, Qu'est-ce et qu'on là. peut faire dans ce temps-là? On peut faire une plainte au comité des usagers. Le client peut faire une plainte. C'est pas une bonne idée. Ça va encore mettre de la tension entre les parents et l'intervenant. Le tribunal n'a pas, et il y a des jurisprudences. Ceux qui veulent avoir cette jurisprudence peuvent m'envoyer un courriel, mais oui, il y a des jurisprudences où le tribunal a accepté de changer l'intervenant, mais le tribunal n'a pas cette juridiction.
C'est exactement lorsque le tribunal, on va placer un enfant en famille d'accueil, il ne peut pas décider de la famille d'accueil. Quelle sera la famille d'accueil? Il peut recommander, par exemple, lorsqu'on a une fratrie, que la fratrie reste ensemble dans la famille d'accueil, mais il ne peut pas décider sur ce fonctionnement-là. Et donc, le tribunal rarement va intervenir pour changer l'intervenant. Encore, il peut recommander d'avoir un autre intervenant. Lorsque ça arrive, et ça arrive dans tous les dossiers, je pense que je n'ai pas un dossier où le client va me dire, ah non, mais je ne m'entends pas avec l'intervenant. Bon, rappelez au client que l'intervenant, ce n'est pas personnel, qu'il fait son travail. Rappelez au client de rester calme, que peut-être l'intervenant, elle pense qu'elle fait bien. Il faut vraiment agir aussi un peu comme psychologue, parce qu'il faut se dire, bon, je vous comprends, je vous entends, mais on ne peut pas faire cette demande. La plainte ne va pas aider. L'intervenante va changer une fois que ça va à l'orientation, parce que là, c'est l'évaluation aux 76 ans. Après, ça va en orientation lorsqu'il y a le motif de compromission qui est déclaré. Peut-être que ça va changer. Et l'attitude, c'est comme un miroir. Ayez une belle attitude et le miroir va vous transmettre la même attitude. Donc, c'est ce que je recommande aux clients. N'allez pas dans le sens de ah oui, il faut changer l'intervenant. Oui, c'est enrageant des fois. C'est enrageant. Des fois, on va voir, mais mon Dieu, c'est quoi ça? Le client arrive en retard ou n'a pas confirmé un accès supervisé et on va se voir, le client ne va pas pouvoir voir son enfant. C'est frustrant, mais essayons de mettre un peu de miel dans la situation et pas du vinaigre. Oui, je comprends. Hem, Souvent, là, les rapports sont volumineux là, par les intervenants de la DPJ, et là, on a le dossier à la dernière minute là, Oui. bon, les rapports sont reçus la veille. Là, c'est difficile de citer à comparaître, bon, les éducateurs, les travailleurs sociaux pour les contre-interroger. Les clients, bon, nos clients se sentent lésés dans tout ça. Comment on fait là pour gérer ça là? Bien, comme je vous disais, c'est vrai que parfois les rapports arrivent à la dernière minute, mais le délai quand même, on a un délai pour le respecter. Assurez-vous que l'intervenante soit là, soit présente si vous avez des questions dans le rapport. S'il y a par exemple une évaluation du signalement, il y a évaluation du signalement qui est retenue, c'est écrit, rédigé par une intervenante. Assurez-vous que cette intervenante soit présente dans les dossiers d'appui physique, par exemple. Donc, c'est important dans les 76.1. Mais écoutez, demandez au tribunal. N'hésitez pas à expliquer que votre client n'aura pas la représentation et la défense qu'il a le droit, dont il a le droit. Et donc, pour ça, on va demander 2 jours, 3 jours de supplément parce qu'on n'a pas le choix. Oui, je comprends. Quand il y a une fratrie, comment on détermine le nombre d'avocats à l'enfant ou comment ça Oui, se fait tout ça mais dans c'est important quand il y a une fratrie, si le mandat diffère, s'il y a un enfant qui veut rester chez maman et l'autre enfant qui préfère rester en famille d'accueil ou rester chez papa, on a 2 avocats pour l'enfant. Donc, c'est vraiment important. Si on a un enfant qui a 16 ans, un enfant qui a 5 ans, on a un avocat qui aura un mandat légal et un autre qui aura un mandat conventionnel. Lorsqu'un avocat pour l'enfant a un mandat conventionnel, il ne peut pas venir donner son opinion sur la situation. Oui, je pense que la mère est aliénante. Non, c'est le mandat conventionnel. D'ailleurs, il y a de la jurisprudence là-dessus, donc on ne peut pas juste… l'avocat doit respecter le mandat qu'il a. Si c'est conventionnel, il doit venir comme s'il était un avocat d'un adulte, en fin de compte. Le même mandat. puis puis, bon, comment on fait pour déterminer là, quel type de mandat l'avocat devrait avoir? Bon, s'il y a un avocat qui dit qu'il y a un mandat légal, mais nous, on dit non, mais ça devrait être conventionnel, comment on détermine ça? Je n'hésite pas à en parler devant le tribunal. Je n'hésite pas à le demander. Écoutez, l'enfant a 12 ans. Je comprends qu'il y a un conflit de loyauté selon la directrice, mais ma cliente, l'enfant verbalise à ma cliente que le père a des comportements inacceptables et donc j'exige la présence de l'enfant. À tout le moins, j'exige que le mandat soit légal et soit conventionnel, excusez-moi, et que l'avocat rencontre son client. Mais généralement, à Montréal, les avocats pour enfants, ce sont des perles. Elles rencontrent leurs clients, ils prennent le temps, même des enfants jeunes. J'ai des avocats à l'âge de 6 ans vont rencontrer leurs clients en centre de réadaptation, en famille d'accueil. Donc, mais soulevez-le. Écoutez, il y a un enfant qui a 12 ans, pourquoi c'est un mandat conventionnel? Pourquoi c'est un mandat légal? Je comprends qu'il y a un conflit de loyauté, mais
l'enfant a la capacité intellectuelle et mentale et il a l'âge également pour venir témoigner ou pour, à tout le moins, donner un mandat conventionnel. Oui, oui. Puis, ici, je vois une question par rapport à la situation des grands-parents. Des Oui. grands-parents, bon, qui étaient très aimés par l'enfant, qui voyaient l'enfant et là, bon, ça devient complexe. Comment on pourrait aider les grands-parents dans tout ça? Écoutez, c'est un dossier qui revient souvent, les grands-parents qui sont complètement mis à l'écart, alors que nous avons l'article 611 du Code civil du Québec. C'est comme si ça n'existait pas. Et donc, il faut vraiment, vous pouvez faire une demande, en fait, les grands-parents peuvent faire une demande en cour supérieure sur l'article, basé sur l'article du Code civil du Québec. Euh, les grands-parents peuvent demander par écrit de voir leurs petits-enfants. Les parents peuvent le demander aussi. Ça peut être soulevé au tribunal. C'est certain que c'est une problématique qui est récurrente et qui devra être adressée éventuellement, hein. Lorsqu'il y aura un commissaire au bien-être de l'enfant, bien on verra. Ce sera des situations que je vais certainement apporter à ce commissaire-là là-dessus. Merci Valérie. Peut-être une dernière question parce que je vois qu'on est vraiment près de la Oui, fin. oui, Mais qu'est-ce qui arrive si on aurait le témoignage d'un tiers qui pourrait être important, mais le tiers ose pas se nommer? Et là, le tiers a peur là, d'intervenir. Bon, veut être resté anonyme. oui. Est-ce comment on peut gérer ça? On envoie un suppléant. C'est les mêmes règles. La même chose en cours supérieur. La seule chose qui va différer, c'est qu'en cours je le répète, en chambre de la jeunesse, il n'y a pas de déclaration assermentée. Donc, on lui envoie un subpénat et il vient témoigner parce que c'est dans le meilleur intérêt d'un enfant. Et c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir, mais qui osent pas. Mais là, on parle de la vie d'enfant, une décision peut avoir un impact sur toute l'avenir d'un enfant. Il faut pas prendre ça à la légère. C'est pour ça, lorsqu'on n'est pas assez préparé, lorsqu'on n'a pas ce dont on a besoin, avant que le tribunal prenne une décision, il faut être prêt. Et je ne peux le dire assez souvent. Parfait. Bon, peut-être une dernière petite question. Oui. Je ferai la conclusion rapidement, mais, est-ce que, bon, tu peux nous expliquer un peu plus sur la durée des audiences en chambre de la jeunesse versus ce qu'on connaît à la cour supérieure? Donc là, tu nous dis, bon, combien on a de temps sur 75.1, 45 minutes ou Ouais. combien on a de temps dans un procès? Comment tu peux nous dire un peu, le résumé les durées des audiences? Au niveau des durées des audiences, écoutez, un 76-1 peut prendre une journée, dépendamment. Ça peut aller jusqu'à une journée. Généralement, ça se fait en 2, 3 heures, un 76-1, mais ça peut aller jusqu'à une journée. Ensuite, bien, on établit une gestion où on va établir le nombre de témoins. C'est à peu près, c'est comme en cours supérieur. On établit le nombre de témoins. Ensuite, on va au proforma et on fixe le nombre de jours nécessaires pour notre audition. Parfait. Et Alors, on est c'est comme en cours supérieur, lorsqu'on a fait une gestion, on a déterminé, on va emmener X témoins, ça va prendre 1 heure avec tel témoin et voilà, il faut le respecter, hein. Donc, c'est la même chose, c'est les mêmes concepts. oui. Merci beaucoup, Valérie. Il y a quelques questions, là. Il n'y en a pas beaucoup. On a essayé d'en répondre. Non, je pense qu'on a répondu presque 26 questions. Il en reste Wow, quelques-unes dans le Q&A. Alors, on va essayer de les garder puis voir si on ne peut pas les adresser d'une façon par le barreau. Mais je absolument. veux vraiment remercier tous nos participants. Vous avez été super. J'étais un peu inquiète au début, je ne voyais pas vos questions rentrer, mais je suis super contente que vous ayez apprécié la présentation, que vous êtes intervenus avec nous. Et bon, je veux évidemment remercier les partenaires du Barreau de Montréal, le CAEJ, Mon Petit Recrutement Ressources humaines et la financière des avocats. Évidemment, ben, Valérie, je veux te remercier toi. C'est une présentation qui a été super instructive pour nous. Merci Merci. beaucoup de nous avoir donné ton temps. Et pour tous les participants, merci de votre participation encore. Vous allez recevoir une attestation de participation dans les prochaines semaines. On en a beaucoup à traiter, donc ça ne viendra pas demain matin, mais ça va venir dans les prochaines semaines. Inquiétez-vous pas. Et ben, encore une fois, merci à
tous. Ça a été super, un lunch super instructif et on espère vous revoir bientôt aux autres formations du barreau. Essayez de suivre le compte du barreau de Montréal. Vous allez avoir plein de formations qui s'en viennent, dont l'ADN des gagnants. Donc, c'est une présentation super instructive, comment mobiliser les gens, essayer que notre point soit retenu. Et aussi à la cour d'appel en présentiel, l'humain au cœur du succès en novembre. Donc, on espère vous y voir. Alors, encore une fois, merci à tous et on se revoit bientôt dans une prochaine formation. Au revoir.